Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une véritable icône, Hicham El Guerrouj. Son nom, il évoque forcément des records du monde, des titres olympiques mondiaux. Oui, beaucoup le considèrent tout simplement comme le plus grand coureur de demi-fond de tous les temps. Le 1500 mètres, le mile, c'était son royaume. Exactement. Alors aujourd'hui, notre mission, c'est d'explorer un peu le parcours de cette légende marocaine, comprendre ses succès, bien sûr, mais aussi ses moments plus difficiles et ce qui a forgé cette image qu'on a de lui. Tout à fait. Et ce qui est passionnant avec El Guerrouj, c'est que son histoire, elle va bien au-delà du sport, des chiffres. C'est vraiment un récit humain, puissant. Humain, oui. Celui d'une décarnation incroyable, de doutes aussi qu'il a dû surmonter, et surtout cette quête, presque une obsession, du rêve olympique qui lui a si longtemps échappé. On va essayer de décortiquer un peu les moments clés de son parcours. Parfait. Alors, commençons par le commencement, les origines. Hicham El Guerrouj, il naît le 14 septembre 1974 à Berkane, c'est dans le nord-est du Maroc. C'est ça, une famille modeste et nombreuse, 4 sœurs, 3 frères. Et au début, figurez-vous, sa passion, c'était pas du tout la course, c'était le foot. Ah oui, il a raconté ça, qu'il rentrait vite de l'école pour aller jouer, et que sa mère était un peu désespérée de voir l'état de ses vêtements après. Classique. Mais alors, comment il bascule vers la course? Il y a eu un déclic. À 13 ans, il participe un peu comme ça par hasard à une course dans sa ville, Berkane, sans entraînement spécifique, rien, et là, surprise, Il gagne. presque. Il termine deuxième. Et là, c'est comme une révélation, tu vois. Le foot, c'est oublié. La course à pied, ça devient sa nouvelle obsession. Une obsession, ouais, le mot semble juste. Il s'inscrit en club direct, et sa vie change complètement. Il s'entraîne le matin avant l'école, il attend que ça l'après-midi. Une discipline de fer s'installe très très tôt. C'est fou à cet âge. Et le talent est là, visiblement. À 16 ans, 3 ans à peine après avoir commencé. Il est repéré, on l'invite à rejoindre l'Institut national d'athlétisme à Rabat. Et là, c'est la décision majeure. Il a 16 ans. Il doit arrêter les études, quitter sa famille, sa ville. Berkane, c'est loin de Rabat. C'est un sacrifice énorme, oui. Il a souvent parlé de ce moment du départ, son père qui pleurait, une image forte qui l'a marqué, mais aussi qui l'a motivé. Il partait avec une idée en tête, j'imagine. Une idée fixe, oui. Devenir le meilleur pour le Maroc, pour sa famille. C'est là vraiment que le rêve olympique prend racine. Loin des projecteurs. Mais l'ambition est déjà là, démesurée. On est donc en 1990. Il débarque à Rabat. Comment ça se passe pour ce jeune homme? C'est une vie vire, ascétique presque. Entraînement, repos, pas distraction. Il est entièrement focus sur son objectif. Et ça paie vite. Très vite. Dès 1992, il a 18 ans, il fait médaille de bronze au championnat du monde junior. Sur 5000 d'ailleurs. Et 3 ans plus tard, en 95, Là, c'est l'explosion chez les grands. exactement, premier titre mondial senior en salle sur 1500 mètres à Barcelone. Il a juste 20 ans. C'est fulgurant. Mais à cette époque, le patron du demi-fond, c'est pas lui encore, c'est un autre grand nom du Maghreb, non? Tout à fait. Noureddin Morselli, l'Algérien, une immense star. Il dominait la discipline, après une autre légende marocaine cette fois, Saïd Aouita. Et El Guerrouj l'admirait, je crois. Ah oui, c'était son idole. Il rêvait de faire comme lui. Morselli enchaînait les records, les titres. Mais il y a une petite histoire intéressante sur Morselli et les JO. Ah oui. À Barcelone, en 92, il était archi-favori du 1500 mètres. Et il s'est raté. Fini loin, bloqué dans le peloton. C'est d'ailleurs un autre Marocain, Rachid El Bassir, qui avait pris l'argent, à la surprise générale. Ça montre bien que les jeux, c'est autre chose. Une course d'un jour. Et alors, la première grosse confrontation entre Morselli et le jeune El Guerrouj. C'était aux mondiaux de Gothenburg en 1995. Logiquement, Morselli gagne, assez facilement même. Et El Guerrouj? Deuxième, une défaite attendue, mais symbolique. Ça lance officiellement le duel. On sent que le jeune loup a faim. Et on arrive aux Jeux d'Atlanta en 1996. Sa première chance olympique. Il est favori ou quasi. Il est clairement l'un des 2 grands favoris, avec Morselli, le numéro 2 mondial. Mais voilà, il a que 21 ans. Et la pression. Colossal, énorme. Il a raconté plus tard qu'il sentait que ça dépassait le sport. Il y avait une dimension presque politique, le public, les attentes du Maroc. C'est très lourd à porter si jeune. Et en course, ça se ressent. Malheureusement, oui. Dans le dernier tour, il est trop impatient. Peut-être un excès de confiance aussi. Il lance une accélération, mais il calcule mal.
Oh là, Il accroche le talon de Morcelli. et c'est la chute. Brutal. Terrible. L'image est restée gravée. Il finit 12e. Le rêve olympique qui vire au cauchemar. C'est terrible. Avec le recul, on analyse ça comment? Un simple incident de course? Une faute? Il y a eu débat, forcément. La fougue d'Alguer Rouge, un léger changement de ligne de Morcelli. C'est difficile à dire, c'est souvent très rapide, ces choses-là. Il y a eu des mots après? Oui, Morcelli s'est excusé, mais il lui aurait aussi dit un truc du genre Tu allais me faire tomber ». Bon, le résultat est là. Morcelli gagne enfin son or olympique. Alguer Rouge est effondré. Dur. Mais Morcelli aurait aussi eu une phrase un peu prémonitoire. C'est ce qui se dit, oui. Quelque chose comme Moi j'ai fini, toi tu commences à peine ». Et quelle façon de commencer hein. Ah ça oui, parce que cette humiliation d'Atlanta, ça va pas le détruire. Au contraire. Ça va agir comme un détonateur, c'est incroyable. Il va transformer cette rage, cette déception, en une domination mais ahurissante. Les chiffres sont fous, non? Entre Atlanta 96 et Sydney 2000, C'est ça. Sur 46 courses disputées sur 1500 mètres ou le mile, il en gagne 45. Une seule défaite en 4 ans hors JO. C'est juste invraisemblable. Il est invraisemblable. et il se contente pas de gagner, il explose les chronos aussi. Ah non, il ne se contente pas. C'est une période où il s'attaque au record du monde avec une férocité. 1997, déjà record du monde en salle du 1500 et du mile. Et puis arrive ce jour mythique. Le 14 juillet 1998, à Rome, le chef-d'œuvre absolu. Il pulvérise le record du monde du 1500 mètres de Morcelli. 3 minutes 26 secondes et 00 centièmes. 3.2600, c'est un temps stratosphérique. C'est ça, venu d'une autre planète. Et ce record, il tient toujours aujourd'hui en 2024. C'est considéré comme l'un des plus grands records de toute l'histoire de l'athlétisme, tous sports confondus. Et il ne s'arrête pas là. L'année suivante, 99. Il ajoute le record du monde du mile en extérieur, qui tient toujours lui aussi, et celui du 2000 mètres, et bien sûr, il continue de rafler les titres mondiaux. 97, 99, il marche sur l'eau. Comment on explique cette transformation après la claque d'Atlanta? C'est la force mentale? C'est exactement ça, une force mentale hors du commun. L'échec d'Atlanta, ça n'a pas été un frein, ça a été le carburant. Il a canalisé toute cette frustration, cette déception, peut-être même ce sentiment d'injustice, Pour prouver au monde? qu'il était le numéro 1, sans contestation possible. Cette période, elle montre parfaitement comment un traumatisme sportif peut être transformé en une motivation surpuissante. C'est vraiment la marque des très très grands champions. Logiquement, donc, il arrive aux Jeux de Sydney en 2000, comme l'immense favori, l'archi-favori même. Oui, personne n'imagine autre chose que l'or pour lui. Mais les Jeux Olympiques, c'est jamais écrit d'avance. Qu'est-ce qui va coincer cette fois? Plusieurs choses en fait. Déjà, la pression. Encore plus forte qu'à Atlanta si c'est possible. Le fantôme de la chute est là, forcément. Et puis, il y a une tendance au surentraînement. Ah oui? Il l'a avoué après. Il voulait tellement compenser Atlanta qu'il en a trop fait. Pousser la machine trop loin, parfois contre l'avis de son coach. Le calendrier des Jeux de Sydney a joué aussi, non? Ils étaient tard dans la saison. Exactement, fin septembre. La saison a été hyper longue, presque 11 mois. Combine ça avec le surentraînement et tu obtiens de la fatigue, une grosse fatigue accumulée. Il le sentait avant la course? Oui. La veille de la finale, il aurait dit à son coach « Je sens que je vais la perdre cette course ». C'est terrible comme pressentiment. Il sentait qu'il n'avait plus le jus nécessaire. Et pendant la course? Son compatriote Youssef Baba fait le job de lièvre, il impose un rythme rapide comme prévu, mais dans la dernière ligne droite, Hicham coince, il n'a pas son finish habituel, cette accélération fulgurante. Et qui en profite? Le Kényan Noah Nenjini. Il crée la surprise, il le dépasse et gagne l'or. Alguer Rouge doit se contenter de l'argent. C'est incroyable. 2 jeux, 2 échecs en finale, alors qu'il domine le monde entre les deux? C'est une nouvelle désillusion, terrible. La malédiction olympique, comme on a dit. C'est fou quand on y pense. C'est 2 seules défaites sur 1500 ou mile entre fin 95 et l'été 2004. Ce sont les 2 finales olympiques, Atlanta et Sydney. Exactement. Là, le coup est très très dur. Il est dévasté. Il pense sérieusement à tout arrêter.
Comment tu te relèves de ça une deuxième fois? C'est la grande question, mais visiblement, il trouve encore les ressources. Ce rêve olympique est vraiment ancré en lui. Ténace, oui. Il décide de continuer. Et sur le circuit mondial, il reprend sa domination. Titres mondiaux en 2001, puis 2003 sur 1500 mètres. Ça fait 4 d'affilée. 4 titres mondiaux consécutifs sur 1500 mètres. C'est énorme. C'est du jamais vu. Et les chronos sont toujours là. Il reste le patron incontesté. Et puis en 2003, il a une idée un peu folle qui commence à germer. Le fameux doublé. Oui, il annonce qu'il veut tenter le doublé 1500 mètres et 5000 mètres aux Jeux d'Athènes en 2004. Le 5000 mètres. C'est pas sa distance de prédilection. Non, beaucoup moins. Son entraîneur est d'ailleurs assez réticent. Réussir ce doublé au JO, personne ne l'a fait depuis Paavo Nurmi, le Finlandais volant, en 1928. C'est dire l'ampleur du défi. C'est immense. Mais la logique d'Hicham, elle est terrible. J'ai perdu 2 médailles d'or olympiques, je veux en récupérer 2. Il veut prendre sa revanche sur le destin en quelque sorte. C'est un peu ça. Il teste d'ailleurs ce doublé aux Mondiaux de Paris en 2003. Résultat, Or, sur 1500 mètres, évidemment, et argent sur 5000 mètres. Battu par un jeune Kényan qui commence à faire parler de lui, Eliud Kipchoge, mais devant un certain Kenenisa Bekele. pas mal comme test, ça le conforte dans son idée. Oui, le test est jugé concluant. Le projet Athènes est officiellement lancé. Doublé 1500-5000. Mais comme d'habitude avant les Jeux, rien n'est simple pour lui. L'année 2004 commence mal. Le est complètement perturbé. L'inquiétude monte. Et les résultats en compétition s'en ressentent. Forcément, en juillet, au grand meeting de Rome, il ne termine que 8e du 1500 mètres. 8e, lui. Oui. Et là, les médias se déchaînent. El Guerrouj est fini, il parle de doublé mais il finit 8e, une plaisanterie. C'est très dur. Sa réaction? Radical. Il se coupe du monde. Plus un mois à la presse. Concentration totale sur l'entraînement, en vase clos. Il faut qu'il retrouve la forme. Et vite. Et il y arrive. Progressivement. Il gagne un meeting en Belgique, avec un chrono rassurant. Et puis, il y a le meeting clé de Zurich, juste 12 jours avant les JO. Le dernier gros test. Exactement. Il court contre son grand rival du moment, Bernard Lagatte, et il perd. Encore une défaite, juste avant les Jeux. Oui, mais attention, il perd, mais il fait un excellent temps, 3 minutes 27. La forme est clairement revenue. Cette défaite est presque une victoire pour la confiance. Il le prend comment? Il ironise même avec un journaliste qui l'avait un peu enterré. Non, il est prêt pour Athènes, prêt pour sa dernière chance. Athènes 2004. On commence par l'affinage du 1500 mètres, l'épreuve reine. La pression doit être inimaginable. C'est la course de sa vie, littéralement. La concurrence est là, féroce. Laga, le Portugais Rui Silva. La course démarre lentement, c'est tactique. C'est pas bon pour lui, ça. Alors il prend ses responsabilités. Exactement. À 800 mètres de l'arrivée, Hicham dit stop. Il prend la tête et il impose un rythme d'enfer pour user tout le monde. Il fait exploser le peloton. Et qui s'accroche. Bernard Laga, c'est le duel qu'on attendait. La dernière ligne droite. C'est irrespirable. Laga revient. Il est à sa hauteur. Il semble même le dépasser légèrement. On se dit non, pas encore. Pas la malédiction une 3e fois. Mais cette fois, Mais cette fois, il résiste. Il puise au fond de lui des ressources incroyables. Il se bat sur chaque appui, chaque centimètre. Et il conserve une infime avance sur la ligne d'arrivée. Il l'a fait. Enfin. l'image de sa joie. L'explosion de joie, oui, les larmes, le soulagement, c'est la délivrance absolue après 8 ans d'attente et de frustration. Et ce qui est beau, c'est de voir tous ses adversaires, Laga le premier, venir le féliciter chaleureusement. Tout le monde sait ce que cette victoire représente pour lui. Son frère a une phrase très juste, je crois. Oui, Il a été prince pendant 10 ans. En 2004, il est devenu roi. c'est magnifique. La quête est enfin achevée. Le Graal est atteint. Mais il y a encore le 5000 mètres. C'est fou d'y penser. Comment il trouve la force de se remobiliser après une telle décharge émotionnelle? Justement, je pense que la victoire sur 1500 mètres l'a complètement libéré. Ce poids énorme qui pesait sur ses épaules depuis si longtemps, il est parti. Il court le 100 000 mètres presque léger, sans cette pression écrasante de l'échec possible. Mais le plateau est redoutable sur 5000, non? Ah oui, effrayant même. Il y a Kenenisa Bekele, le recordman du monde, et Eliud Kipchoge, le champion du monde en titre, des monstres de la distance. Et pour Hicham, c'est moins naturel. Il a la fatigue du 1500 dans les jambes. Mais il est sur un nuage.
Et la course se passe comment? Le rythme est plutôt tactique au début, ce qui, finalement, avantage sa pointe de vitesse. Dans le dernier tour, Bekele lance son attaque, comme d'habitude. Une accélération foudroyante. Il prend la tête. El Guerrouj est piégé, hein? Non, il est là, bien placé dans la foulée de Bekele. Il s'accroche, il ne lâche rien. Et dans les 100 derniers mètres, il sort un finish exceptionnel. Il utilise sa vitesse de mêlée, il déborde Bekele et il s'impose. C'est incroyable! Deuxième médaille d'or. Le doublé. Le doublé historique, 1500 mètres, 5000 mètres. 76 ans après Paavo Nurmi. C'est un exploit monumental. Là, il n'y a plus de débat. Il entre définitivement au panthéon de l'athlétisme mondial. La légende est complète, parfaite. C'est l'apothéose, le sommet absolu. Mais après un tel sommet, la suite est souvent compliquée, non? Comment on redescend? C'est très difficile, oui. C'est souvent le cas quand on atteint un objectif ultime, un rêve poursuivi pendant des années avec une telle intensité. La flamme, cette motivation brûlante qui l'animait depuis l'adolescence, elle commence à faiblir. Il n'a plus la même fin. C'est ça. Il envisage d'autres défis, peut-être des distances plus longues, mais le cœur n'y est plus vraiment. Cette quête olympique, c'était tellement central dans sa vie. Une fois accomplie, il y a comme un vide qui s'installe. Et il décide d'arrêter sa carrière assez vite après Athènes, finalement. Oui, il essaie de continuer un peu en 2005, mais il sent que la passion n'est plus la même. Et Hicham El Guerrouj, il a toujours été très honnête avec lui-même et avec son sport. Il préfère arrêter en 2006 plutôt que de continuer à courir sans cette conviction profonde, ce feu sacré qui a toujours été son moteur. Mais la transition vers l'après-carrière, c'est pas simple, hein? Non, pas du tout, il en a parlé ouvertement. Il a vécu une période assez difficile entre 2006 et 2009 environ. Un sentiment de vide, de solitude, l'impression d'être un peu oublié aussi après avoir été au sommet du monde. Il a utilisé des mots forts comme « pleurer dans le noir ». C'est un aspect qu'on oublie souvent dans la vie des très grands champions. Comment il a rebondi après ça? Progressivement, il a trouvé une nouvelle façon de vivre sa passion pour le sport, qui est toujours là mais différemment, par la transmission. Il s'est engagé dans des organisations. Oui, il est devenu membre du Comité international olympique, le CIO. Ambassadeur pour l'UNICEF aussi, pour aider les enfants. Il mène pas mal d'actions caritatives au Maroc et ailleurs. Et il n'a pas oublié Berkane, sa ville natale. Non, et ça c'est très beau. Chaque année, il organise des courses populaires là-bas à Berkane, un 10 km, un semi-marathon. Son idée, c'est de rendre le sport accessible à tous, surtout aux jeunes qui n'ont pas forcément les moyens. Comme un retour aux sources. Exactement. Redonner ce que le sport lui a apporté. Il espère peut-être qu'un jour, un jeune de Berkane aura le même déclic que lui, à 13 ans, lors de cette fameuse petite course locale qui a tout changé pour lui. C'est une belle façon de boucler la boucle. Son message aujourd'hui, c'est un peu ça, hein, trouver sa passion et s'y accrocher quoi qu'il arrive. C'est tout à fait ça. Persévérer face aux échecs, ne jamais baisser les bras, croire en soi, voir la vie comme une série de défis à relever. Son parcours, c'est l'incarnation parfaite de ça. Quand on regarde l'ensemble de sa carrière, C'est une symphonie incroyable. Une domination quasi absolue, des records qui semblent gravés dans le marbre, mais surtout, cette quête olympique si dramatique, pleine d'échecs terribles, et qui se termine par cette rédemption spectaculaire à Athènes. Sa légende, elle tient autant à ses chronos fous qu'à sa résilience, sa capacité à surmonter l'adversité et cette fameuse malédiction. et au-delà de l'athlète exceptionnel, son histoire nous parle à tous, je trouve. Cette capacité à tomber et à se relever encore et encore. Cette gestion de la pression, l'importance de garder cette flamme intérieure, ce sont des leçons qui dépassent largement le cadre du sport. Absolument. Ce qui nous laisse peut-être avec une question, pour finir. Comment cette histoire d'Hicham El Guerrouj, avec ses sommets incroyables et ses chutes douloureuses, comment est-ce qu'elle peut éclairer notre propre rapport à l'échec et au succès, dans nos vies, bien loin des pistes d'athlétisme? Et qu'est-ce que ça nous dit sur ce qui fait une légende, finalement? Surtout quand la passion initiale, celle qui a tout déclenché, finit par s'apaiser une fois le but ultime atteint. Une excellente réflexion pour conclure cette exploration passionnante. Merci de nous avoir suivis.